Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de The Northman, troisième film du cinéaste Robert Eggers, qui s'attaque ici au film de Viking avec une approche ambitieuse et radicale. Le long métrage est sorti le 22 avril aux États-Unis et peine à rameuter les foules. Par chez nous, il est sorti en salle à la même date côté alémanique et il débarque ce 11 mai côté roman, où il ne risque malheureusement pas non plus de faire des scores exceptionnels. On tenait donc d'autant plus à en parler avec mes camarades ici présents, Patrick Dantan, salut Patrick. Salut Thibaut. Et Alexandre Caporal, salut Alex. Voilà, monsieur est déjà paré, alors J'aurais dû faire salut Thibaut. Voilà, on est bien en condition. Alors du coup, ne perdons pas plus de temps. Et si vous êtes prêts, on fait le plein d'hydromel, on enfile les casques à cornes et c'est parti. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Après The Witch et ses puritains confrontés au péché, après The Lighthouse et ses deux gardiens de phare qui sombrent dans la folie, Robert Eggers nous emmène en Islande pour suivre la quête de vengeance d'Hamlet, fils du roi Orvandil, qui le fait jurer de venger sa mort s'il venait à être tué. Manque de peau, le paternel est assassiné peu de temps après par son propre frère, qui prend le pouvoir et épouse la reine de force. Le jeune Hamlet s'enfuit donc en promettant de revenir un jour pour venger son père, sauver sa mère et tuer son oncle. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, puisque Robert Eggers adapte ici la légende scandinave qui a inspiré Shakespeare pour son Hamlet. Et avec un solide casting composé d'Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bank, Björk ou encore ses vieux collaborateurs Anya Taylor-Joy et Willem Dafoe, Eggers propose ici une relecture de cette légende qui s'annonçait épique, brutale, mystique et habitée comme rarement. C'est en tout cas ce qu'on avait fantasmé en voyant les premières images et les premières bandes annonces, mais est-ce le cas au final? On va peut-être commencer par toi, Alexandre. Déjà, que ton rapport à Robert Eggers, je crois qu'il est un peu compliqué parce que oui. Il me semble que The Witch, ça t'avait pas forcément convaincu. On avait vu ensemble The Lighthouse et on était tous les deux assez dubitatifs. Alors, ce troisième film... Ouais, alors, je trouvais quand même effectivement que c'était un auteur intéressant, puis qui avait cette patte-là justement sur son approche du mystique et de la folie, qui était déjà très présent dans ces deux premiers films, et puis qui sont aussi présents dans celui-ci. Mais moi, j'ai adoré The Northman, alors que The Witch, je peinais à adhérer totalement, pour une raison assez simple. En fait, je pense que le film ne prenait pas sur moi, ne me faisait pas peur, quoi. Je ressentais pas grand-chose devant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez froid et puis d'un peu trop écrit et chirurgical comme ça. Et The Lighthouse, pour moi, il y avait une facture esthétique qui était splendide, avec ce noir et blanc assez dingue. Ce format 4 tiers. Il y avait une vraie proposition visuelle. Par contre, le scénario, pour moi, tournait complètement à vide et j'avais l'impression de me retrouver devant un délire un peu poseur comme ça, très creux, quoi. Donc j'avais du souci là-dessus. Et pour moi, The Northman, c'est enfin un film qui me fait dire que Robert Eggers est non seulement intéressant, mais qu'en plus c'est un très très bon cinéaste, et que c'est un homme qui propose une vraie expérience de cinéma, et un cinéma radical comme on n'en voit plus. Il était déjà radical sur les deux premiers, mais dans celui-là, pour moi, il arrive à allier ce que je lui reprochais aux deux autres, mais celui-ci arrive à allier la forme et le fond. Et j'ai trouvé que The Northman était vraiment un très grand film, parce qu'il nous fait vivre quelque chose, comme tu l'as dit, tu as annoncé mystique, sauvage, brutal. Oui, c'est tout ça, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de vivre au temps des Vikings. Alors on a ce scénario de vengeance, c'est un récit narratif très simple, très clair. On a un gamin qui se fait buter son père et puis qui va constamment, qui va vivre et qui va être élevé et qui va passer les années avec cette seule idée de vengeance et de destin aussi guidé par les dieux et par ces rites païens.
Et il perd pas de temps d'ailleurs, parce que Et dans il les perd pas de premières temps. scènes, justement, son père lui fait jurer de le venger si jamais il était assassiné. Et la scène suivante, il se fait assassiner. Absolument, tout à fait. Et puis ça rappelle, moi ça m'a tout de suite fait penser à Conan le Barbare. On est exactement dans le même récit de vengeance, mais avec cette Patrick souffle déjà. Je soupire un avec peu. cette folie-là. Non, mais je vais te donner la Peut-être parole, dans le Patrick. scénario, mais tu veux dire. mais Ouais, moi, ouais. j'ai vraiment totalement marché. Et au-delà de ce scénario assez simple, en fait, il propose une vraie expérience viscérale où je me suis pris des tartes sur tartes dans la gueule et j'ai vu des scènes mémorables visuellement. Et aussi, je ressentais des émotions très physiques et tribales dans ce qu'il essayait de faire, dans sa démarche vraiment spirituelle et mystique aussi, qui justement parlait directement aux tripes. Donc pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très grand film de Viking et un très grand film tout court. J'avais pas vu d'expérience comme ça depuis un moment. Mais alors justement, on le disait, c'est assez radical. Et finalement, comme ces deux premiers films, il y a assez peu de portes d'entrée qui sont laissées aux spectateurs. Je pense qu'il faut rentrer dans les premières scènes. Mais si on ne fait pas un pacte finalement avec le film, on risque de passer complètement à côté, d'être laissé de côté. Soit on hurle comme un loup, C'est soit on reste de côté. Ouais. Et Patrick, j'ai l'impression que tu es un peu moins rentré dans le truc. Alors après, moi j'ai peut-être un petit peu de la peine au niveau du déroulement, on va dire, du rythme de déroulement de l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui va dès le départ, qui se met en place tout de suite, qui est très rapide. Mais ensuite, avant que cette vengeance commence concrètement à se matérialiser, il y a plein d'épisodes qui ont lieu, etc. et tout. Et qui sont aussi dilués un peu par pas mal de scènes où on met en avant le côté justement rituel, mystique, à travers des effets de mise en scène qui sont très beaux, très souvent quand même, il faut le dire. Hein. C'est un film qui a t'as une ces très, très visions où belle il facture. visualise l'arbre de sa famille, De sa famille, où il etc. voit sa lignée. Et tout ça, pour moi, prend un peu de temps. Avant qu'on entre un peu dans le vif avant que l'histoire continue à avancer, si on veut bien. Moi, et du coup, je trouvais la première partie du film assez longue avant qu'on entre ensuite un peu plus dans le vif de ce que le scénario veut nous raconter dès le départ. Finalement, ça prend un peu trop de temps pour moi et ça se dilue un peu dans des tentatives esthétiques un peu mystiques. Quoi. Mais je suis pas Maintenant, d'accord. Mais tu sais, c'est marrant parce que tu parlais des deux premiers films et moi, j'ai vraiment un rapport tout à fait différent que toi aussi par rapport aux deux premiers films. C'est-à-dire que le premier film de Witch m'a vraiment un peu scotché par rapport à l'atmosphère et l'inquiétude que le film dégageait. C'est quelque chose qui m'a vraiment... Dérangé, glacé, dérangé assez fortement. Aussi dans sa façon de traiter justement quelque chose comme la sorcellerie, déjà, de manière assez dérangeante, sale, ambiguë. J'étais vraiment... C'est pas un film aimable, déjà. Et c'est vrai que c'est ça, présent ça a aussi bien dans fonctionné Northman. sur moi. Et après, sur The Lighthouse, c'est un film où je suis aussi un petit peu entre deux choses, c'est-à-dire que j'ai aussi mis un peu de temps à rentrer dedans, mais je trouvais que plus ça allait, plus le rapport entre les deux personnages, leur radicalité dans chacun de leur caractère, tout d'un coup ça devient des figures aussi par rapport à des questions plus philosophiques de société qui se mettaient en place dans Lighthouse, tout d'un coup à l'intérieur de leur duel, on va dire comme ça, qui naît, et plus le film allait, plus ça me plaisait aussi. Moi, Donc, c'est l'inverse. Plus ça allait, plus ça me faisait chier. Ouais, je vois. Mais Ouais, donc on est- en fait, je trouve que le gros problème de The Lighthouse, c'est qu'on avait une narration très déstructurée. Enfin, alors peut-être que j'avais des fausses attentes, mais je m'attendais à vraiment une lente descente dans la folie. Et finalement, on alternait dès le départ entre des passages où ils étaient les deux complètement dingues, et puis finalement ça se calmait, puis on repartait. Et Alors que là- dans Lighthouse, on met beaucoup de temps à savoir où le film veut aller aussi, ça. finalement, beaucoup. Mais alors que là, dans The Northman, et je crois que tu me rejoins, Alex, on est dans un truc beaucoup plus linéaire et du coup qui se suit vraiment bien. Il y a la vraie question du destin et de la fatalité, en fait. Et moi, qui vraiment me captive et me bouleverse aussi, parce que, alors, on va pas révéler, mais il y a des twists à un moment donné scénaristiques dans le film qui remettent en question la propre perception du héros, Alexander Skarsgård, qui est d'ailleurs excellent, mais on en reparlera, je pense, et du coup du spectateur. Et donc ça remet en question les croyances et les certitudes qu'on pouvait avoir et que le personnage pouvait avoir, et pour autant, il va accomplir sa destinée nihiliste et Mais je suis fataliste tellement- de vengeance. Mais je suis tellement d'accord avec ça, Oui. et
c'est vrai que tout d'un coup, à ce moment-là, en tant que spectateur, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus Ça, pour c'est qui, génial, t'es d'accord. quel personnage, etc. On est d'accord avec qui, etc. Et tout. Et ça va aller jusqu'à quelque chose qui va devenir très ample et très important, puisque finalement, c'est la barbarie qui est un peu dénoncée et aussi, une espèce aussi de croyance païenne. Mais ça intervient après 1h15 de Mais film, oui, 1h20. mais parce qu'il sait- Et c'est Oui, très mais- long mais d'arriver justement, à ces c'est choses-là. ça qui est intéressant de construire dans toute la première partie, justement, ce désir de vengeance et Ah ce ouais. personnage qui commence enfant et qu'on retrouve des années après en une brute épaisse, qui a grandi parmi les Vikings. Et justement, quand on se laisse embarquer, on a envie de le voir massacrer tout le monde et de se dire ouais, la vengeance, la vengeance. Et justement, ce que je trouve hyper intéressant, dès cette première scène où en fait on le quitte lui et on découvre justement son oncle, qui est donc l'assassin de son père et qui est la personne qui veut aller tuer. Et on découvre son oncle avec le jeune fils de son oncle où ils sont en train de construire une barrière. Hyper important cette scène. C'est hyper important parce que dès cette première scène, en fait, on nous a construit la figure de l'oncle comme un gros salopard qui a assassiné son propre frère pour prendre le pouvoir. Et là, on découvre un gars qui explique à son enfant, son gamin qui est en train de se plaindre parce qu'il doit construire une barrière et puis pourquoi on peut pas confier ça aux esclaves. Et l'oncle lui explique, tu vois, il faut leur montrer aux esclaves que tu peux aussi faire leur propre travail parce qu'il n'y a pas de raison. Et on découvre tout d'un coup un personnage beaucoup plus nuancé que justement l'image qu'on en avait jusqu'à maintenant. Puis ouais, toute cette deuxième partie, ça vient nuancer. Mais moi, tout je ça. vous approuve vraiment par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec Mais toi, ces tu trouves ça choses-là. trop lent pour. C'est-à-dire que je trouve que toutes ces choses dont vous parlez, elles sont intercalées de séquences de rituels mystiques. Mais il n'y en a parfois. pas tant que Mais- ça, Patrick. Oui, mais il y en a peut-être déjà trop. Par exemple, à un moment, le personnage doit aller chercher une épée bien particulière. Génial, et, ça. et il doit aller poser la question à quelqu'un qui va lui dire où est l'épée. Et on a droit à toute une séquence de rituels un peu mystiques, sorciers, génial. etc. Juste pour quelqu'un qui doit lui dire où est la chose qu'il va aller chercher. Voilà. Ah ouais, mais là, la mythologie, elle est là, quoi. Oui, mais en même temps, voilà, je trouve que ça dilue le rythme et la tension qu'il pourrait y avoir dans le film. Ah, moi, je suis tellement pas d'accord. Mais j'adore l'histoire, Ouais. j'adore le contexte, j'adore le fait de tout d'un coup découvrir une société différente aussi et puis d'y plonger comme rarement. C'est vrai qu'on a vraiment rarement eu l'impression de plonger au cœur de ce fonctionnement de ces populations-là. Ah, à on cette est un époque. viking, quoi. On est Là, vraiment c'est- dedans. Et ça, c'est vraiment assez dingue. Et voilà. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que justement pour moi, alors c'est vrai par contre qu'il faut quand même prévenir les auditeurs que oui, c'est un film radical, c'est un film ultra sombre, ultra brutal et sans concession. Quand on dit radicalité, c'est on sans te prend pas concession. par la main pour Ah non. t'intégrer à tout ça. Et comme tu as dit Thibaut, il y a la première scène de rite païen. Si on rentre pas dedans, on rentre pas dedans. Et puis on est laissé sur le carreau, on viendra jamais nous chercher. Et donc c'est vrai que là où je peux rejoindre Patrick, c'est que oui, il y a une lenteur et il y a un côté contemplatif aussi dans le film par moment, où il y a cette, en fait, cette latence, cette attente de la vengeance qui pèse et qui se fait ressentir. Et là où toi, tu as peut-être décroché, en fait, moi, cette lenteur-là, j'ai adoré parce que il se passe tout le temps quelque chose. Dans les rapports humains, il y a toute cette relation avec la jeune esclave jouée par Anya Taylor-Joy, où il y a une relation qui va se créer entre eux parce que notre cher Alexander Skarsgård va se rabaisser au rang d'esclave pour pouvoir infiltrer le camp de son oncle qu'il veut tuer. Et en fait, cette attente avant que justement il y ait cette bataille finale, il y a cette progression lente et justement qui fait monter encore plus la sauce, je trouve. Et à côté, plein d'autres choses incroyables qui se passent dans les relations entre les personnages. Les côtés, oui, mystiques, rites et tout ça, avec Björk, je trouve ça assez génial, cette La scène est sorcellerie très qui belle, arrive. visuellement, ouais. Et puis, quand même, des scènes d'affrontement quand ils vont piller ce village. Oui, l'attaque en du village en plan séquence, séquence, c'est sous la d'accord. flotte avec Alexander Skarsgård qui fou, ça. hurle, mais comme un sauvage. Et c'est génial. Je suis absolument d'accord encore une fois parce que là, vous parlez de toutes les scènes où il se passe des choses. Mais il se passe toujours des Non, choses. mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier. Après, ce que je vais dire par rapport à certains autres plans, j'ai trouvé ces plans magnifiques et je les ai bien aimés aussi. Il faut dire qu'il y a énormément de plans où c'est pas les personnages forcément. Il y a des plans où on regarde les vagues, il y a des plans où on regarde une montagne, il y a des plans comme ça qui sont lents avec une musique qui fait ce genre de choses. Mais la etc. caméra et est tout. toujours en mouvement quand Et même. oui, ces plans sont très réussis. Mais il faut savoir que ces plans s'intercalent aussi régulièrement à l'intérieur des choses pour imposer
une vision, une façon de raconter le film, un truc d'auteur. Mais pour moi, ça a aussi imposé un certain rythme. Et dans ce style-là, ça impose aussi quelque chose qui, à mon avis, était un peu lourd sur la longueur. C'est-à-dire que je comprends la démarche, j'apprécie énormément la démarche, le film et la personnalité du réalisateur et son goût pour le mystique, pour les rites anciens et ce genre de choses-là. Mais je trouve qu'à force d'accumuler les choses, surtout dans la première partie du film, pour moi, ça diluait l'attention plutôt que, comme tu disais pour toi, rajouter des choses. Même si en même temps, je dis ça puis je me dis, mais t'es quand même compliqué parce que les plans sont quand même superbes. La photo est incroyablement belle. Quoi. Sur ces plans, excuse-moi, je te donne tout de suite la parole, mais sur ces plans, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai presque envie de dire que ça deviendrait un plan signature d'Eggers, mais qui renforce l'immersion. C'est, vous savez, pour nous montrer une scène, pour nous immerger dans une scène, il a ce travelling avant qui d'un coup se désaxe vers la droite ou vers la gauche et où il y a ce plan large où on voit les chevaux, les vikings et tout. Et donc, il nous plante le décor comme ça, comme si on était sur des rails. Et puis que d'un seul coup, c'est il faut que tu regardes à gauche ou que tu regardes à droite. Et puis ça y est, t'es dans la scène. Ouais. Ça, je trouve ça très beau. Ah ouais, parce qu'il y a un vrai travail d'immersion de sa part. Et pour moi, je trouve très intéressant aussi, tu parlais du mysticisme qui peut-être te plombait un peu à la longue, mais je trouve intéressant la façon dont il aborde le fantastique aussi, parce que ça s'inscrit aussi dans cette idée de nous plonger dans l'esprit de ce type-là qui perçoit le monde de cette façon, parce qu'en soi, toutes les scènes fantastiques, elles sont jamais vraiment authentifiées. Enfin, rien ne nous dit que ça se passe pas juste dans sa tête. La fameuse séquence où il va chercher l'épée et où il doit affronter un espèce de guerrier zombie, il y a une petite subtilité de mise en scène qui à la fin nous dit peut-être qu'en fait il s'est rien passé et qu'il est juste venu récupérer une épée. Et ça, je trouve hyper intéressant dans sa façon d'aborder le fantastique. Beaucoup de scènes, même la rencontre avec le personnage de Björk est quelque chose de très... Björk, Patrick, Björk. Comment Björk. Björk. Je dis Björk. Ouais, tu dis Björk. Donc, même la scène où il la rencontre, il y a quelque chose régulièrement qui est un peu hors du temps, qui est hors de notre temporalité, de notre réalité, un peu quelque chose de l'ordre du conte, en l'occurrence un peu macabre et violent. Mais il y a cette chose-là. Il entre dans une cabane ou dans un bâtiment où elle est, et du coup, on est ailleurs. Il entre dans un autre univers quand il rentre la rencontrer, par exemple. Alors, puisqu'on parle du casting et de leur nom, Björk, parlons-en. Alors, je crois que là pour le coup, Skarsgård était vraiment très impliqué dans le projet parce que, sauf erreur, ils ont discuté avec Eggers justement d'une collaboration potentielle. Et c'est Skarsgård qui avait vraiment envie de faire un film de Viking. Et du coup, Eggers a dit ok, c'est mon prochain projet. Et il est hallucinant. Le mec. C'est une montagne déjà de muscles, quoi, impressionnant. Bon, il est très grand à la base, je crois. Mais à la base, je trouve que c'est pas forcément un acteur spécialement il s'était déjà un peu taillé pour Tarzan, non? Je crois qu'il a fait pas mal de choses pour Tarzan. Alors ça, c'est vrai que déjà physiquement, il l'incarne. Mais il y a aussi quelque chose dans le regard, parce que on sent la sauvagerie vraiment au début, et puis petit à petit, quand il veut se faire passer aussi pour esclave, il doit rentrer aussi à l'intérieur, la colère, la vengeance et tout ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort là-dessus. Et puis surtout, le moment justement qu'on ne va pas révéler, mais où lui apprend des choses sur sa vie et se remet en question, à ce moment-là, on le sent perdu et puis à la fois déterminé vers son destin fatal. Et ouais, je le trouve super. Et moi, celle qui m'a aussi bluffé, c'est Nicole Kidman, que j'avais pas vue. Franchement, que j'avais pas vue aussi bonne depuis longtemps, quoi. Là, elle a une scène. Nicole est toujours extraordinaire. Elle a un monologue à un moment donné, mais qui est juste terrassant, quoi. Enfin voilà. Et puis les seconds rôles aussi, Ethan Hawke, Willem Dafoe, tout ça. Mais et puis Anya Taylor-Joy, moi je trouve qu'elle brille de mille feux vraiment. C'était Eggers qui avait participé à la révéler avec The Witch. Mais là, vraiment, elle a définitivement un visage et un charisme assez dingue. Ce qui est impressionnant avec Alexander Skarsgård, c'est que vraiment, il prend en charge le côté bestial et impressionnant et cru et rustre, on va dire, quand il hurle devant le feu déguisé en ours. Ouais, mais surtout physiquement, finalement, parce qu'il a finalement assez peu de dialogue, si je me souviens bien. Ouais. Et en fait, c'est juste cette présence physique. Comme tu le disais, il y a d'abord la construction de ce personnage depuis l'enfance jusqu'à tout d'un coup, il est adulte, et il y a des rites déjà qui se font à ce moment-là pour le passage quand ils deviennent vraiment des guerriers assoiffés de sang, prêts à tuer et décimer des villages, etc. et tout.
Et ensuite, le refermement quand il doit jouer, en fait, finalement, à être juste un esclave sans force, finalement, et à se faire tout d'un coup un peu plus petit, mystérieux, etc. Et pour relâcher une sauvagerie physique sur les derniers moments qui est vraiment impressionnante, quoi. Ouais. Effectivement, et on n'a pas dit à quel point ça a été violent aussi. Enfin, graphiquement, il y a des giclées de sang et puis Enfin, je pense au moment où il va écrabouiller à coups de boule, quoi, la tête d'un gars qui est d'ailleurs la partie de croquet un peu hard oh, là, avec le croquet avec le une version un petit peu violente avec les têtes vache. à la place de la balle, c'est un peu ça. Tout et tout. Et puis il y a aussi quelque chose qui revient avec un personnage qui va tout au début se faire couper le nez et puis qui va avoir. Ça c'est génial. Ça c'est incroyable et qui va avoir une mort mais gorissime, quoi. Et il y a plein de choses comme ça. Plein d'éléments. Il y a une espèce de mobile en partie de corps humain qui est appliqué une crucifixion un peu bizarre. C'est dégueulasse. Il y a vraiment des choses assez dérangeantes. Ça me plaît bien aussi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'en même temps, il va jusqu'au bout de l'histoire de vengeance et il épargne rien. Enfin, il fournit le gore et la violence qu'on attend de ce genre de récit, mais en même temps en nuançant tout ça dans la narration, quoi. Ouais, absolument. Et puis justement, moi, j'ai été à la fois, pris viscéralement, comme je l'ai expliqué, à un moment donné, pris spirituellement aussi avec les scènes mystiques, pardon. Ce dernier plan, quand même. Ah oui, non, mais complètement. Et puis pris émotionnellement aussi, vraiment avec le personnage, quoi. Parce qu'il y a cette trame de vengeance très simple qui s'explique très simplement, mais il y avait tellement de nuances vraiment dans l'écriture des personnages que ça a réussi à me prendre. Et puis le destin justement de ce couple aussi avec Anya Taylor-Joy que je trouve aussi très beau, quoi. Donc j'ai aussi été ému. Un peu. Donc, Patrick, malgré tes réticences, je pense que c'était quand même une expérience. En fait, moi je pense que mes réticences, ça serait plutôt en fait de juste être clair sur le fait que c'est pas un gros blockbuster, puis que c'est pas un film qui avance à toute berzingue et ce genre de choses-là, mais c'est un film qui a des grandes qualités cinématographiques. Et puis, parce qu'on l'a pas dit, la promo en fait est un peu. Tu dis ça parce que la promo était un peu mensongère. Il est peut-être vendu comme un truc plus grand public et plus accessible que ce qu'il est au final. C'est vrai de savoir ça. Et puis après, voilà, moi j'aime beaucoup aussi le mélange en même temps du côté viscéral et du côté mystique. C'est-à-dire qu'on a vraiment, là en l'occurrence le réalisateur, mais il fait ça même sur ses films précédents, en tout cas The Witch, c'est déjà ça, parce qu'on a un peu la sorcellerie qui est de l'ordre du rituel mystique, et puis en même temps des choses gore, concrètes, qui sont dans le physique, dans la tribalité, dans la cruauté, des choses comme ça. Et là on retrouve ça à travers le film, ces deux lignes qui semblent un petit peu traverser ce que fait le réalisateur. Et puis moi j'ai beaucoup aimé me plonger aussi tout d'un coup dans cette époque. Je pense que c'est rendu, je sais pas si c'était réellement comme ça. La photo aussi, je sais pas si j'aurais voulu vivre à cette époque-là. Non, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est beau à se damner. La photo aussi, tout ce qu'il y a avec le contraste entre cette froideur et puis la chaleur des flammes aussi, qui va avoir son importance. Les scènes de nuit qui sont éclairées que par les torches. Voilà, puis après je dis, mais à un moment donné, au niveau de la photo, oui, c'est très beau. Mais à un moment donné, le plan esthétique, là, c'est bon, t'en as fait un il y a 5 minutes, on peut peut-être continuer l'histoire un petit peu. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est vrai que ça dure 2h15 et je peux comprendre. C'est un gros morceau. Ouais, mais c'est un beau film, il n'y a pas de doute. C'est un film intéressant. En tout cas, Robert Eggers, en 3 films quand même, il arrive déjà moi ça y est, il m'a convaincu. Là t'es convaincu, enfin. là t'attends la suite. Ouais, là j'attends vraiment la suite. La suite qui, c'est il me semble ce qui est annoncé en tout cas dans l'immédiat, un remake de Nosferatu. Ah ouais, c'est pas vrai. Voilà, il continue dans le genre, mais là, film de vampire. Ah ouais. Pourquoi pas Oui, je dis oui. Ouais. Mais vraiment, je tiens quand même à dire, The Northman, pour moi, c'est un des meilleurs films de cette année, c'est sûr. Ça sera dans le top 10 direct. Ça sera dans mon top 10 direct, c'est sûr et certain. Donc vraiment, allez-y, parce qu'en plus, il va peut-être pas rester très longtemps à l'affiche. Et il faut aller au cinéma sur grand écran, se prendre cette grosse claque.
de Vikings. Voilà. Donc, moi, ça sera peut-être pas dans mon top 10. Encore une fois, j'ai eu un petit peu de la peine à être pris par l'histoire, être passionné complètement par cette histoire, en tout cas dans la première moitié du film. Après, ça a changé un peu, mais en même temps, c'est vrai que c'est des images assez dingues à voir sur un grand écran. Et puis encore une fois, un auteur... C'est un film singulier, quoi. Puis Voilà, c'est ça que tu dis. ça qui est intéressant aussi, c'est tout d'un coup un auteur, quand il passe tout d'un coup de ses films indépendants qu'il a réalisés. Bon, c'est pas non plus le gros blockbuster Marvel, hein, on est d'accord. Ouais. C'est une production quand même importante, mais qui reste quand même, voilà, c'est pas le monstre blockbuster, mais de garder sa personnalité, ses thématiques de prédilection dans une production plus importante, c'est intéressant par rapport à la carrière. Ça veut dire que le gars, il sait aussi rester qui il est, même avec des choses parce qu'il écrit, plus de il réalise, pression et puis par rapport à la production ressemble, hein. derrière, quoi. Ouais. Bon, donc vous l'aurez compris, allez voir The Northman si vous êtes prêt à tenter ce voyage assez radical. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça en salle et de soutenir ce genre de proposition. Merci Patrick d'être venu. Mais avec plaisir. Merci Alex. Merci Thibaut, je vais aller boire du sang et me rouler par terre comme un loup. Bah, c'est très bien, écoute, je t'accompagne. Merci. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. Et à bientôt, ciao ciao. Après The Witch et ses colons puritains confrontés au péché et... Oula, c'est compliqué. Ça fait longtemps. Oui. Ah, ça fait longtemps, hein. Ouais. Je connais le colo irritable, mais le colo Oh. C'est un festival. Après The Witch et ses colons puritains confrontés au péché... C'est de ma faute. On ne sortira pas, il faut que je réécrive la phrase. Après The Witch... Ah bah oui, non. Ah bah non. Ah bah non, là c'est mort. Là le colon, c'est mort, mec. Oublie. C'est terminé. Bah, trouve-moi un synonyme. Après c'est puritain. C'est migrant puritain. migrant. Après c'est Je réessaye. croyant, oui. Après The Witch et ses colons... Ah bah non. Impossible. Bon, Tout est enregistré si c'est jamais. puritain, oui, évidemment.